Mais écoutez, nos intervenants sont présents, on s'en réjouit, et donc nous allons pouvoir démarrer notre séminaire. Donc je suis, Excusez mon retard. Voilà, je tout suis va encore bien, tout arrivé. va Professeur, bien, oui, tout va bah, mais bien, non, pas du tout va tout. bien. Donc je suis très Je ne vous heureux entends pas par d'ouvrir. contre. Ah, est-ce que là vous nous entendez? Moi, je vous entends bien, bien, Aurélien. Bonsoir. Bonsoir, merci Fahim d'être là. Bonsoir, madame. Bonsoir, Bienvenue. monsieur. Comment vous allez? Très bien. Allez, Chomar Roubaix. Voilà. Bonsoir, Anna. Bonsoir, Ah, Fahimé. Robin. Est-ce que, Monsieur l'ambassadeur, comment vous allez? Très bien, merci beaucoup. Monsieur le directeur, est-ce que Bernard Ourcade, vous nous entendez? Oui, excusez-moi, Ah, c'est parfait, tout va bien. oui, ça Donc marche. écoutez, très heureux vraiment donc, de pouvoir démarrer ce 87e séminaire. Et c'est vrai que lorsqu'on avait lancé la formule en octobre 2007, je ne pensais pas que nous serions si vite octogénaires, mais voilà, donc 87e séminaire. Et dès le départ, nous avions voulu que ces réunions soient l'occasion pour des profils différents d'échanger sur des sujets d'intérêt commun, évidemment des universitaires, mais aussi des praticiens, mais aussi des personnalités engagées. Et c'est le cas encore cette fois aujourd'hui, je m'en réjouis. Alors, ça n'est pas le premier séminaire que nous organisons sur l'Iran. J'ai retrouvé dans nos jeunes archives que le 1er février 2010, nous avions organisé le 18e Sirène, intitulé L'Iran et les Iraniens aujourd'hui, portée et limites de la négociation. Et nous étions au lendemain de l'élection présidentielle de 2009, qui avait vu la réélection contestée d'Ahmadinejad et qui avait donné lieu à des manifestations extrêmement importantes, très brutalement réprimées par le pouvoir islamique, avec sans doute des centaines de morts. Alors nous sommes 15 ans plus tard, et l'Irénée a de nouveau souhaité consacrer un séminaire à l'Iran. C'est une idée qui revient à l'ambassadeur Daniel Joanneau, que je remercie une fois de plus. Il est conseiller diplomatique au sein de l'Irénée et sa contribution est extrêmement importante. Alors, sur l'Iran dont vous allez nous parler, il y a la scène extérieure, avec, on le voit, l'appui apporté par l'Iran à la Russie, mais également un certain nombre d'acteurs à travers le théâtre proche oriental, le Hezbollah, le Hamas notamment. Et donc, vous nous direz, dans ce Moyen-Orient de crise et de guerre, quel rôle l'Iran joue et veut-il jouer? Quelles sont ses relations avec les autres grands acteurs régionaux? Et puis, à la scène intérieure, avec des événements très forts. On se souvient du décès de cette jeune femme iranienne en septembre 2022, après avoir été arrêtée par la police iranienne. Le décès accidentel du président Raisi, des manifestations très frappantes, très parfois émouvantes dans leur caractère euh, individuel de courage et de prise de risque par des jeunes femmes. Et donc, on a hâte de vous écouter sur ce que l'on peut comprendre de l'évolution interne, de la relation que la population civile a avec le pouvoir, de son état d'esprit, de ses résignations sans doute, mais aussi de son espérance peut-être, euh, et à la croisée des deux, hein, de cette scène extérieure et de cette scène intérieure. euh, j'ai hâte de vous entendre aussi sur l'impact des sanctions internationales, à la fois sur le régime, sur les grands acteurs économiques et bien sûr sur la population elle-même. Voilà. Je passe la parole à l'ambassadeur Daniel Joanneau. Je le remercie une fois de plus d'avoir pris l'initiative de ce séminaire. À lui de présenter donc nos deux intervenants et chacun ayant à peu près 20 minutes d'intervention, nous aurons ainsi ensuite le temps de pouvoir échanger et prendre des questions sur ce sujet tellement important. Merci à vous. Merci beaucoup, Aurélien. Pour répondre aux questions que vous venez de poser, donc nous avons fait appel à deux éminents experts de l'Iran, internationalement reconnus, le professeur Bernard Ourcade et Madame Fahimé Robiol, que nous remercions vivement d'avoir accepté notre invitation. Euh, Professeur Bernard Ourcade, vous êtes agrégé et docteur en géographie, directeur de recherche émérite au CNRS. Vous avez vécu et travaillé 7 ans en Iran, d'abord comme coopérant, puis comme directeur de l'Institut français de recherche en Iran, juste avant et pendant la révolution islamique. Vous avez fondé et dirigé au CNRS
l'équipe de recherche Monde iranien. Vos recherches ont porté sur les conséquences géographiques et politiques des transformations de la société iranienne et du Grand Téhéran. En dehors des cercles universitaires, vous intervenez régulièrement dans les médias et les think tanks français et internationaux sur les questions touchant à la géopolitique de l'Iran et au rapport entre politique, territoire et société en Iran. Pour titre de votre présentation, vous avez choisi Iran, deux points, le retour du nationalisme, point d'interrogation. Madame Fahimeh Robiol, vous êtes franco-iranienne, ancienne ingénieure nucléaire en Iran et en France au commissariat à l'énergie atomique. Vous êtes chez vous à l'ESSEC et à l'IRENE comme chargée de cours en leadership, négociation et résolution des conflits. Vous enseignez aussi à la Sorbonne et aux universités de Cergy, de Nantes, de Téhéran, de Kaboul et du Liban, à l'Institut catholique de Paris, à Sciences Po Paris et à l'école de guerre. Vous vous employez par vos cours, vos conférences et vos livres à faire connaître en France la situation des femmes en Iran. Vous avez écrit et publié en français et en persan Femmes, vie, liberté, parlons-en. Mais vous êtes aussi très engagé dans la défense des femmes afghanes avant le retour des talibans au pouvoir, alors qu'elles pouvaient participer à la vie politique. Vous avez formé à Kaboul de nombreuses femmes parlementaires et personnalités de la société civile pour leur permettre de participer de manière plus significative à la gouvernance de leur pays et au processus de paix. Vous étiez chargé à l'époque, à l'université de Kaboul, d'un cours de maîtrise en études sur le genre et les femmes. Depuis le retour des talibans, vous dénoncez la situation des filles et des femmes afghanes, à la fois comme vice-présidente du club France-Afghanistan, mais également comme secrétaire général de l'association Au cœur des mots, créée à Monaco et dont le prince Albert II est le président d'honneur. Le président de la République a reconnu votre action en vous nommant chevalier de la Légion d'honneur. Vous avez choisi comme titre de votre présentation l'Iran d'aujourd'hui, deux points, les perspectives, point d'interrogation. Monsieur le professeur Bernard Roucade, j'ai grand plaisir à vous donner la parole. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci, chers amis. Je suis très heureux de pouvoir discuter d'Iran et confronter avec madame Robiol mes questions, pas les réponses qu'il y a sur l'Iran, parce qu'on se pose beaucoup de questions et il y a très peu de réponses à apporter par le fait que très peu de chercheurs peuvent travailler en Iran. Ma collègue Fariba Adelra été condamnée à 5 ans de prison pour avoir fait ses travaux ordinaires de recherche. L'institut que j'ai fondé, dirigé à Téhéran, l'Institut français de recherche, est fermé complètement depuis 2009 et physiquement depuis 3 ans. Donc, nous manquons d'expérience du terrain. Très peu de chercheurs ou même des diplomates ont l'occasion de fréquenter ce pays. Je voudrais tout d'abord signaler que l'Iran est souvent l'objet de discussions passionnées, émotionnelles. Il y a de quoi. La révolte des femmes de 2002, qui n'a jamais cessé et qui avait commencé bien avant, est un élément simplement le plus marquant de révolte permanente. La répression, on la connaît, les drames, les stupidités cruelles qu'il y a, on les connaît parfaitement. Je n'y reviendrai pas. Je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir, par contre, dans la discussion. Ce qu'il faut voir, c'est dépasser effectivement l'émotion pour constater qu'aujourd'hui, nous sommes en face, je crois, d'une nouvelle période de cette histoire. La première période, c'était 79, la révolution islamique a été un choc énorme, géopolitique, intérieur, culturel, philosophique. C'est une révolution, avec la cruauté que suppose une révolution, les injustices, les atrocités. Mais, qu'on le veuille ou non, une révolution change le logiciel de pensée. Aujourd'hui, à mon avis, nous sommes en face d'une nouvelle période de changement de logiciel. Une nouvelle révolution est en cours, avec effectivement l'intervention de la Chine, l'intervention des grandes puissances, l'intervention de l'Arabie saoudite, d'acteurs qui n'existaient pas il y a 40 ans. L'Arabie saoudite n'était qu'une principauté perdue il y a 40 ans, aujourd'hui elle existe. Donc il faut revoir les choses de façon plus systématique. Je ferai quelques éléments d'histoire. 2015, la signature de l'accord sur le nucléaire a été la possibilité de pouvoir enfin ouvrir les frontières de l'Iran à l'économie extérieure. L'Iran, c'était l'Eldorado. Les entreprises internationales, notamment françaises, italiennes, allemandes, sont ruées vers l'Iran, qui est un pays de 90 millions d'habitants, beaucoup d'argent, de pétrole, d'une catégorie, d'une bourgeoisie moyenne très éduquée et très instruite. Donc l'Iran est le seul pays de la région, l'Irak étant rayé de la carte, pour les raisons que l'on connaît, qui pouvait effectivement s'ouvrir.
Donc, 2015 a été aussi l'occasion pour la classe moyenne iranienne qui était instruite, et notamment les femmes qui, en 80, étaient très peu éduquées et qui, en 80, en 2000, 2015, 2020, étaient même plus instruites que les hommes, et présenter la possibilité, après un changement économique, une ouverture économique, politique et culturelle. Cette perspective a été cassée en 2018 par Donald Trump. Certes, en Iran, il y avait beaucoup de réticences. L'Iran devait remonter un handicap considérable parce que 40 ans de République islamique avaient ravagé le pays, mais l'espoir était là. En déchirant l'accord sur le nucléaire, Trump avait pour objectif un peu de mettre l'Iran hors course. Et il l'a fait sur 3 chapitres. Le nucléaire, puisque l'Iran ne respecte, les États-Unis ne respectant plus l'accord, les Iraniens ne respectaient plus non plus et ont enrichi le nucléaire, donc échec sur le nucléaire. Échec aussi sur le plan économique et social, puisque la classe moyenne iranienne qui espérait enfin pouvoir vivre et s'exprimer pleinement a été cassée immédiatement par le chômage qui s'est répandu, la crise économique, 40% d'inflation grosso modo en moyenne aujourd'hui, et troisièmement une crise politique, puisque les réformateurs qui avaient qui avait abouti à l'accord sur le nucléaire, les États-Unis, les grandes puissances nucléaires et l'Allemagne et l'Union européenne étaient discrédités et donc les conservateurs prennent le pouvoir. Autrement dit, échec politique, échec social, échec sur le nucléaire, sécuritaire. Donc on est à ce moment-là dans une période d'effondrement de l'Iran, de désespoir. Il n'y a plus rien de possible. Sur tous les domaines, l'Iran est perdu. Les révoltes se multiplient. Les révoltes des ouvriers dans les banlieues, les révoltes des instituteurs, révoltes des retraités. La dernière révolte étant celle des femmes la plus spectaculaire et la plus profonde peut-être, on y reviendra certainement, mais ce n'était qu'une révolte parmi d'autres. Et surtout, l'activité économique iranienne, la perspective politique de l'Iran avait échoué. Autrement dit, grâce à Trump, on peut dire, l'Iran se trouve au pied du mur complètement. L'Iran est en danger, la République islamique est en danger, et les Iraniens qui sont au gouvernement se rendent bien compte qu'il y a le feu au lac. Et l'élection de Raisi, qui est un apparatchik, c'est un dernier président qui est mort dans cet accident d'hélicoptère, c'est un secrétaire général qui était uniquement là pour gérer le pays. Et effectivement, il était très radical, mais ça, ce n'est pas original et très cruel. On le sait, tout ça, c'était hélas le lieu commun de beaucoup d'Iraniens. Mais dès cette époque-là, ils ont repris, alors qu'ils étaient contre l'accord sur le nucléaire, ils ont été les premiers à essayer de renouer le dialogue avec les États-Unis. Ils n'ont pas su le faire parce qu'ils n'avaient pas, ils parlaient même pas bien anglais. Ils n'ont pas su le faire. Et du point de vue social, les sectes et les groupes les plus radicaux avaient le pouvoir. Ça aboutit à la mort de Massa Amini et a déclenché des émeutes populaires que l'on connaît. Autrement dit, il n'y a plus aucune solution et la solution islamique, l'islam c'est la solution, grâce à l'islam, la République islamique, on trouvera des solutions. Personne ne croit plus en Iran dans la dynamique politique de l'islam aujourd'hui. C'est une expérience qui a fait long feu, cruelle pour les Iraniens, plus personne n'y croit. Autrement dit, on est dans une situation, dans les fins des années 2000, de crise extrêmement grave. Et ceci s'ajoute au conflit avec l'Arabie saoudite, qui pour des raisons locales a été opposé à l'Iran, et les deux pays s'affrontent par des proxys, les Houthis, mais également avec Daesh en Syrie et en Irak. Résultat, en 2020, l'Iran et l'Arabie saoudite sont au bord de la guerre, littéralement. Et d'ailleurs, les Iraniens ont bombardé, même si c'est les Houthis officiellement qui l'ont fait, les raffineries de pétrole en Arabie saoudite. Autrement dit, on est au bord de la catastrophe. Et on ne sait pas comment on va s'en sortir quand les Américains trouvent une solution, les accords d'Abraham. En 2020, signature des accords d'Abraham, là, pour les Iraniens, ça a été l'élément fatal, en ce sens que les gouvernements iraniens s'est senti encerclés. Les Israéliens, déjà présents largement en Azerbaïdjan, présents de facto au Kurdistan d'Irak, étaient maintenant sous le Golfe Persique, et ils voyaient effectivement que la République islamique, très fragilisée, pour l'exemple que l'on connaît, se trouvait en danger politique immédiat, et avec la volonté que le Moyen-Orient soit restructuré par les Américains via les Israéliens, et non plus par l'Iran qui se prétendait comme étant la capacité de structurer le Moyen-Orient. Autrement dit, on est au bord de la guerre. Et la solution est arrivée le 10 mars 2023. C'est une date, à mon avis, dans l'histoire du Moyen-Orient, l'histoire internationale. 10 mars 83, les Chinois obligent l'Arabie saoudite et l'Iran à arrêter leur guerre fratricide, en disant, vous êtes les deux grandes puissances de la région, religieuses et politiques, etc. Je ne suis pas d'accord avec vous, ce n'est pas mon problème, mais je veux acheter le pétrole et le gaz à bon prix, et vos guerres ne m'intéressent pas. Donc débrouillez-vous et rétablissez des relations. C'est un élément extrêmement important
Parce qu'à partir de ce moment-là, l'Iran et l'Arabie sont retrouvés comme en 1973, quand Nixon se rend dans la région et dit au roi d'Arabie et au Shah d'Iran, vous êtes les gendarmes du Golfe Persique. L'avenir de la région est entre vos mains. Aujourd'hui, on se retrouve, 70 ans plus tard, dans la même situation. Les deux grandes puissances régionales sont là, face à face, mais disant, il faut bien trouver un moyen de coopérer. Résultat, il s'est passé à ce moment-là une reconstruction, un début de reconstruction, qui va prendre du temps, parce qu'il y a beaucoup de cadavres dans les placards. Mais les deux pays ont décidé effectivement d'avancer. Et l'Iran se rend compte, s'il veut sauver le régime islamique, qui est en danger, tout le monde est bien d'accord là-dessus, surtout les gens au pouvoir, il faut sauver l'Iran, parce que l'Iran est en train de s'effondrer, n'exporte plus son pétrole, l'économie ne va pas, la société ne va pas, la politique ne va pas, les divisions intérieures n'en finissent plus, la corruption est généralisée. Donc si on veut sauver la République islamique, il faut d'abord sauver l'Iran. Si l'Iran tombe, comme étant une puissance médiocre ravagée par une non-économie, face à l'Arabie saoudite, avec le programme de MBS de la vision 2030, l'Iran va se retrouver avec une Arabie saoudite industrialisée, développée, ayant un programme nucléaire développé, ayant une amitié et des relations internationales fortes, alors que l'Iran sera toujours un pays en train de éternellement se reconstruire. Donc il est nécessaire que l'Iran se reconstruise avant pour permettre à la République islamique de s'appuyer sur une société qui est à peu près gérable. Ce qui fait qu'il y avait avec l'Arabie saoudite de facto un accord pour dire nous serons les futurs gérants de la réorganisation du Moyen-Orient. Il y a beaucoup de problèmes, mais c'est notre objectif. Et pour rejeter le programme uniquement américano-israélien. C'est donc deux façons de voir le Moyen-Orient. Les Iraniens ont dit, et les Saoudiens étaient bien d'accord là-dessus, sur le fait qu'il n'y aura aucune paix dans le Moyen-Orient tant que le problème palestinien n'est pas résolu. La Palestine, c'est un confetti, c'est un tout petit problème démographiquement, mais symboliquement, on le sait, c'est une question clé. Et donc, les Iraniens, qui en plus ont une vision anti-israélienne bien claire et affirmée, disent il n'y a pas de solution si on ne règle pas le problème des relations à la place d'Israël dans la région et donc la place des Palestiniens. Et le projet de remettre la Palestine sur le devant de la scène était décidé à ce moment-là. Et c'est là que le Hamas brise le projet irano-saoudien. Le 7 octobre, le Hamas fait une attaque absolument monstrueuse qui fait que le projet, effectivement, de trouver comment on pouvait faire évoluer les accords d'Abraham et trouver une place à Israël, les deux États, hein, qui revenaient à une reconnaissance d'Israël de facto à la suite, a été brisé par l'attaque du Hamas. Et à ce moment-là, on rentre dans une discussion qui est tout à fait biaisée, puisque quand il y a une guerre est aussi atroce et aussi absurde et cruelle, tous les projets politiques tombent. Autre élément important, l'Iran disposait de proxy, notamment, prenons l'exemple le plus important, le Hezbollah. Mais le Hezbollah, qui a été créé en 82 pour des raisons de la guerre Irak-Iran, c'est une autre histoire. L'Iran, aujourd'hui, a tous ses proxys sur le bras. Ce sont des boulets, si on veut négocier avec les États-Unis, qui disent l'Iran est un pays nucléaire, qui est balistique, et qui déstabilise la région par ses proxys. Donc les proxys, l'Iran a décidé à ce moment-là de prendre ses distances avec tous ses proxys. Proxys qui, d'autant plus, n'étaient pas aussi aux bottes de l'Iran qu'on le dit, et avaient leur propre agenda. On sait que le Hezbollah est soutenu par l'Iran, mais l'objectif n'est pas l'Iran. Le Hezbollah, c'est d'avoir un parti politique libanais et être installé au Liban. Pour les Houthis du Yémen, l'Iran, ils apprécient le soutien iranien, mais c'est d'abord un programme yéménite, ils veulent prendre le pouvoir au Yémen. Et donc, la liaison entre Iran et ses proxys était remise en cause. Résultat, l'Iran prend ses distances avec ses proxys, sans les abandonner, bien évidemment. L'axe de résistance reste important. Mais l'Iran se trouve donc bloqué avec la guerre, entre la nécessité de soutenir ses amis du Hezbollah, du Hamas, des milices chiites d'Irak et de Syrie, d'un côté, et la nécessité de prendre des distances avec ces proxys qui sont des boulets pour la reconnaissance, pour la réouverture de l'Iran. Et ceci est d'autant plus vrai qu'après la mort de Raïssi, qui avait testé, qui avait essayé de renouveler les Américains sur le nucléaire en particulier et la levée des sanctions, le nouveau président élu, Pezeshkian, a pour principal et pratiquement unique objectif la levée des sanctions économiques qui écrasent complètement l'Iran. Et il embarque avec lui Javad Zarif, qui était le ministre des Affaires étrangères, qui avait négocié l'artisan des accords de 2015 qui ouvraient l'Iran à l'extérieur avec l'espoir que ce sera une révolution pacifique durable. Autrement dit, l'Iran est un peu déchiré. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, on revient au territoire iranien. Il ne s'agit pas de libérer Jérusalem.
Khomeini avait très justement, à l'époque où des miliciens voulaient partir vers libérer Jérusalem en 82, leur a dit la route de Jérusalem passe par Kerbala. Kerbala, c'était la ville chiite en Irak, disant il y a d'abord la guerre d'Irak, on va d'abord régler ce problème-là, la question palestinienne, on verra plus tard. Autrement dit, l'Iran ne va pas se faire tuer pour la Palestine. L'Iran ne va pas se faire tuer pour écraser Israël. Ce sont des éléments politiques importants, mais ce n'est pas central. Autrement dit, l'Iran va reprendre les cartes en main, disant il n'est plus question maintenant de disperser nos forces avec des outils, avec des proxys qu'on ne contrôle pas très bien finalement, qui nous sont inutiles. Ils ont été utiles à une époque. Aujourd'hui, ils ne sont plus utiles. Donc, il faut gérer la prise de distance. Deuxièmement, il s'agit que ma sécurité soit prise en charge par moi-même. Et c'est là que l'attaque, autre date importante, du 13 avril 2023. Le 13 avril 2013, la nuit de 13 à 14 avril, environ 400 engins, drones, missiles de croisière, missiles balistiques attaquent Israël. C'est une opération militaire exceptionnelle. On a souvent négligé. Il n'y a pas eu de commentaires sur les chaînes de télévision en continu sur cette affaire-là. Il y a des experts militaires qui viennent dès qu'il y a un roquette qui tombe quelque part. Il y a 3 experts qui en débattent. Là, c'est une opération militaire unique dans l'histoire militaire. Aucun pays au monde, même pas la Russie actuelle contre l'Ukraine, qui envoie 150, 200 drones. Là, c'était 350 drones et des missiles balistiques et de croisière. Une opération militaire extrêmement importante, qui avait pour but non pas de détruire Israël, mais de montrer la puissance de l'Iran. Ils avaient prévenu qu'ils allaient faire une attaque. Autrement dit, l'Iran montre qu'aujourd'hui, il se défend par lui-même. L'Iran aurait pu actionner les missiles qu'il y a au Hezbollah, au Liban. Il n'a pas voulu. Pour les garder sous le coude en cas de besoin pour l'avenir, c'est une chose. Mais surtout pour dire désormais, je n'ai plus besoin du Hamas, je n'ai plus besoin du Hamas, je n'ai plus besoin des Hezbollah, je n'ai plus besoin des Houthis et des milices, je défends mon territoire national, mes frontières de mon pays qui fait 650 000 km, 1 600 000 km par mes propres moyens. Je n'ai pas besoin des étrangers. Et ça a été répété cela le 1er octobre suivant, avec des missiles beaucoup plus performants, et réaction israélienne ensuite le 1er octobre dernier, avec également une opération militaire exceptionnelle avec des avions israéliens qui détruisent les défenses aériennes iraniennes. Autrement dit, 1-1, la balle au centre. Les deux pays se font face à face. Donc l'Iran reconnaît Israël de facto. Les deux pays sont face à face, mais ils savent très bien qu'ils peuvent se faire du mal l'un et l'autre. Israël craint les missiles iraniens et l'Iran craint les missiles israéliens. Autrement dit, on a une certaine stabilisation et on revient aujourd'hui au fait que la République islamique, qui est en danger, reprend le flambeau national. Les Iraniens sont nationalistes, pire, je dirais, que les Français ou les Chinois ou les Mexicains. Et donc, la grande histoire de l'Iran, la grandeur de la culture iranienne unifie tout le monde en Iran. Il y a un consensus national. La République islamique, qui avait récupéré cette force nationaliste à la guerre Irak-Iran en 1980, on n'est plus en 1980. Donc c'est très difficile pour la République islamique de réunir tous les Iraniens qui en ont assez du système en disant on va défendre la patrie. C'est dépassé. Cela dit, l'attaque israélienne a un petit peu fait cela. Et quand on voit le discours du guide, j'ai vu le discours du guide encore d'hier sur les Bassidji, le mot d'islam n'est pas prononcé. Il va reprendre les humiliations de l'Iran à l'époque du 19e siècle sous les Qajars, à l'époque des traités de Versailles où les Iraniens avaient été méprisés. Il reprend la fierté iranienne, pas un mot sur l'islam. L'islam ne paye plus. Par contre, un discours nationaliste que si le Shah avait été au pouvoir, il aurait pu reprendre. C'est une tentative de la République islamique pour avoir une carte de plus à jouer. Autrement dit, on arrive aujourd'hui, j'en terminerai là, par le fait qu'on a aujourd'hui en Iran un régime qui est aux abois, c'est bien connu et il le sait lui-même, qui tente 2 opérations importantes. Renégocier les accords sur le nucléaire pour lever les sanctions, c'est la priorité absolue, sans laquelle l'Iran s'effondre par l'Arabie saoudite et l'Iran ne peut pas trouver un minimum de consensus national pour défendre la patrie. Autrement dit, on est un peu comme en 1973, l'Iran se retrouve en position de devenir une grande puissance régionale et c'est ça l'ambition importante. Enfin, pour terminer, il faut savoir que cette relation avec l'Arabie saoudite qui est la clé, on disait ça ne marchera pas, les deux pays sont trop antagonistes. Ce qui s'est passé il y a 8 jours à Riyad est important. Pour la première fois, tous les pays arabes et musulmans ont condamné l'attaque israélienne en termes plus ou moins différents, mais tous l'ont fait. Et il y a la volonté, pour la première fois, de l'Iran et de l'Arabie saoudite d'aller plus loin dans une réponse politique à la guerre du Liban et à la guerre de Gaza. C'est une page qui se tourne. Quand une page qui se tourne, c'est pas comme ça. Ça prendra du temps, il y aura des hauts, des bas, des crises. Mais c'est là, je crois, un élément essentiel. Et pour voir ce qui va se passer à l'intérieur de l'Iran,
la clé, elle est largement dans la réponse que pourront accorder les pays européens, et notamment la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, qui vendredi prochain se retrouvent à Genève pour rediscuter d'un accord sur le nucléaire, la levée des sanctions. Et c'est là un élément très important. Soit les Européens, comme en 2003, ouvrent la porte aux États-Unis, sur le go-between, pour pouvoir insérer l'Iran et les Iraniens surtout dans la communauté internationale, et les Iraniens trouveront la solution pour régler leurs problèmes politiques intérieurs comme ils le souhaiteront, et ça permettra ainsi d'avancer. L'Iran, pour l'instant, est extrêmement dépendant, pas tellement des bombardements israéliens, mais du soutien ou non des Occidentaux à la levée des sanctions, l'ouverture économique. Sinon, effectivement, la Chine se fera un plaisir de prendre la place des Européens. Voilà, j'en ai terminé pour mon petit exposé préliminaire. Excusez-moi d'avoir été un peu bavard. Pas du tout, monsieur le professeur. Merci au contraire pour votre éclairage extrêmement intéressant. Puis-je donner la parole à madame Fahimé Robiol? Micro fermé. Madame Fahimé Robiol. Merci, professeur, et merci, monsieur l'ambassadeur. Je peux partager mon écran? J'ai préparé quelques slides. Oui, oui, bien sûr. Je retente. Alors pour le moment, on voit votre explorateur. Vous voyez mon premier écran? On voit l'explorateur. Là, il faudrait mettre la présentation elle-même. Je vais recommencer. Vous m'excusez. Juste peut-être pendant que Fahimé, vous trouvez votre écran, Oui. si je peux vous poser une question, cher Bernard Ourcade, un mot peut-être sur l'intérêt que l'Iran trouve à fournir autant d'armes à la Russie pour compléter votre tableau de la scène extérieure. C'est purement business. L'Iran et la Russie ou la URSS ont toujours cherché à avoir des relations de bon voisinage en se détestant cordialement. Les Iraniens, s'ils détestent un pays au monde, c'est bien la Russie qui a envahi plusieurs fois le territoire iranien, et donc c'est donnant-donnant. L'Iran a des drones en quantité industrielle, c'est pas trop quoi en faire, surtout si l'Arabie Saoudite n'est plus un objectif immédiat. Donc ils sont en concurrence sur le pétrole, sur le gaz, ils sont en concurrence sur l'Asie centrale, ils sont en concurrence sur l'Arménie. Donc il s'agit de, de, de ne pas fâcher les Russes. Mais ça s'arrête là, je crois. Ça n'est que du business, il n'y a pas de transfert de Oui, intelligence ou de technologie. forcément, les Russes sont les seules puissances à avoir, pendant la guerre Irak-Iran, soutenu les Iraniens au point de vue militaire. Donc, les chasseurs-bombardiers iraniens sont des chasseurs-bombardiers russes. Hein. Donc, cette alliance militaire est assez importante et il faut en tenir compte, mais c'est dans le cadre d'une relation, disons, je dis, de, de contrôle l'un de l'autre. C'est pas du tout une alliance politique, à mon Entendu, sens. entendu. Bien, Merci, monsieur le professeur. Fahimé Robiol, à vous. très bien. Alors, je voudrais remercier professeur Aurélien Colson, le monsieur Joanneau, ainsi que mesdames Laurou, Berthaud et Marcos pour organiser cette magnifique conférence. Compte tenu que j'ai été critiquée par mes compatriotes sur le flyer de cette conférence avec le drapeau d'un régime qui a envahi l'Iran depuis 45 ans, même s'il ressemble être fracturé,
Pour apporter le premier éclairage, je mets ma photo lors d'une manifestation parisienne avec le drapeau authentique devant, datant de plus d'un siècle et demi. Je voudrais profiter aussi de remercier toutes celles et ceux qui, en apportant la pression, ont obligé le régime de libérer Ohud Al-Yohi de l'hôpital psychiatrique, rien que le Sénat avec 145 signatures exigeant sa libération. Elle est chez elle avec l'interdiction de communiquer. Nous porterons encore la pression pour qu'elle regagne la classe à l'université. Ces deux images que vous voyez, de 3 siècles d'écart, se ressemblent. Ohud Al-Yohi qui marche sur le symbole du régime et la vérité qui sort des puits avec son miroir empêchant par deux hommes, un représentant de clergé et l'autre oppresseur. Depuis, le régime a créé des cliniques pour la guérison des malades qui refusent hijab obligatoire. Je voudrais rappeler, et ceci étant dit, je vais commencer mon exposé. Pour nos chercheurs et nos étudiants, je voudrais commencer par apporter quelques éclairages concernant l'Iran, parce que pour certains, c'est très très loin, au début du XXe siècle. Ce que l'histoire de l'Iran se souvient de la dynastie des Qajars, qui ont régné sur l'Iran de 1789 à 1925, à part quelques réformes et de modernisation, ça sera un pays dans un état sous-développement abyssal et ayant subi un des plus grandes humiliations de toute l'histoire iranienne avec les traités de Golestan 1813 et Turkmenchai en 1828, qui ont fait perdre l'Iran, le Caucase, puis les territoires Asie centrale et puis une partie de l'Afghanistan. Il convient aussi ajouter la grande famine entre 1918 et 1919 et des épidémies mortelles qui ont causé entre 2 à 8 millions de morts sur une population estimée à l'époque à 10 millions. Le Qajar a été destitué par le Parlement en 1925, qui a intronisé Reza Pahlavi, fondateur de la dynastie Pahlavi, avec une règne séculaire souverainiste où l'Iran s'est véritablement modernisé à grande échelle. La société s'est dotée de services modernes, d'infrastructures et de codes de loi. L'Iran promouvait alors une culture millénaire. Le port de hijab fut proscrit, l'égalité des sexes instaurée. Il a supprimé le féodalisme et une grande part de tribalisme iranien afin de unifier l'Iran. Son fils, Mohammad Reza Shah, a poursuivi ses réformes dans le vaste domaine avec la Révolution blanche, en attribuant les terres aux paysans, en développant le corps de l'éducation, la santé, la reconstruction et le développement dans les petites villes et des villages. Les jeunes qui faisaient leur service militaire constituaient ces corps. Il a amélioré les droits des femmes en leur accordant le droit d'éligibilité, le droit de vote en 1963 et le droit de protection familiale afin d'enlever le droit unilatéral des hommes au divorce et à la polygamie. Le Shah a continué à minimiser le rôle de l'islam dans la vie de l'Empire, en louant à la place civilisation perse pré-islamique, et il a même déplacé le départ du calendrier auparavant de Hijri à celui d'ascension au trône de Cyrus le Grand. Le projet nucléaire vaste, avec un cycle complet depuis la production de combustible jusqu'au traitement des déchets en partenariat avec plusieurs pays, dont la France, a été lancé pour remplacer les énergies fossiles et limiter l'exploitation de pétrole afin de le laisser, comme disait le Shah, héritage aux générations futures et pour la production des dérivés nobles. Ces positions suivies par les membres de l'OPEC devenait inacceptable pour les Occidentaux. Le puissant clergé chiite étant mécontent des réformes du Shah et leur enlèvement la plupart de leur pouvoir, leur influence et leurs revenus agraires, il était farouchement opposé à l'émancipation des femmes et leur droit au vote. Ce mécontentement avec la guerre froide, combiné des mouvements marxistes, islamistes, moudjahidines, communistes et autres, dont certains étaient armés et d'autres entraînés dans les camps palestiniens avec la contribution d'Occidentaux mécontents des décisions du Shah quant au prix de pétrole, ont contribué au déclenchement de la révolution islamique en 1979.
Le Shah d'Iran s'est adressé au peuple et il a déclaré: J'ai entendu la voix de votre révolution, puis il a quitté l'Iran. Une simple phrase historique qui est toujours l'objet de controverses. Pour ma part, je suis de ceux qui pensent que, comme son père, il a considéré que le peuple était souverain. Vous ne voulez plus de moi? Je m'en vais. Ce fut une transformation des statuts des Iraniens de l'époque de Qajar qui les considérait comme sujets et servants. Avec l'arrivée triomphale de Khomeini depuis Paris avec Air France, un régime militaro-technocratique en 79 a mis fin à l'ensemble des ouvertures sociétales. Après 45 ans, le bilan, même s'il est complet, est effrayant. Une guerre irano-Irak qui, selon certaines sources, a fait près de 1 million de victimes côté iranien, dont un grand nombre a survécu au gaz toxique. Ils sont abandonnés, continuent à vivre un enfer. Un isolement du pays avec un projet nucléaire militaire dangereux et coûteux qui a contribué à l'appauvrissement de 70% de la population. Un état de famine aggravé dans certaines régions, un exil d'environ 8 millions, c'est-à-dire 10% de la population la plus éduquée, des désastres environnementaux, une répression omniprésente au nom de la religion qui a exécuté des milliers d'Iraniens. Depuis début de cette année, 800 personnes ont été exécutées. Les pertes des acquis des femmes se sont accumulées. Aujourd'hui, le régime est incapable de fournir décemment l'électricité, l'eau et carburant à son peuple. Pourtant, l'Iran est un pays dont le pétrole représente 10% de réserves mondiales connues et 33 milliards de mètres cubes gaz naturel. Le constat est sans appel. Aujourd'hui, avec ce qui se passe en Iran depuis 45 ans, nul n'est à sa place. Dans les universités, il y a des gardiens de la révolution à la place des étudiants. Et dans les prisons, il y a des étudiants, des professeurs, des avocats, des intellectuels à la place des malfaiteurs. Dans les parcs, à la place des promeneurs, il y a des mamans qui ont perdu leurs jeunes, tués par le régime et qui demandent la justice. Pourtant, dans le pays, il y a des ingénieurs, des médecins qui sont réduits à être chauffeurs de taxi Uber. Il y a eu plusieurs initiatives de renversement de régime et des îlots de contestation sans écho ni soutien véritable au niveau international, qui ont toutes été tuées dans l'œuf. La liste n'est pas exhaustive, mais entre 88 et en 1988, à la suite d'un fatwa de Khomeini, plusieurs milliers de prisonniers politiques, dont certains avaient fini leur peine, ont été exécutés. Entre 88 et 98, des meurtres en chaîne ont ciblé des dissidents et des intellectuels. En 2009, le mouvement vert, suite à une fraude électorale, a fait beaucoup de victimes. À cette époque, j'étais en Iran et j'enseignais. Idem pour 2017, 2018, 2019, suite à la hausse de prix de carburant. 1500 manifestants pacifiques ont été tués. J'étais encore en Iran à ce moment-là. Pourtant, l'ancien président Raïssi, qui faisait partie des comités de la mort en 1988, ce qui lui a valu le surnom de boucher de Téhéran, n'a jamais été inquiété par le Cour pénal international de l'Haye qui en ce moment décide comme on boit un petit thé. De même que le guide suprême, Khamenei, on peut parler également, même si ce n'est pas le lieu, des talibans. Depuis 2 ans, on insiste sur le fait. En 2021, Raïssi, vainqueur d'une élection boycottée par les Iraniens, a durci les règles déjà restrictes en renforçant la brigade des morses dans les rues, des femmes en tchador aidées par des hommes qui embêtaient, pour ne pas dire violentaient les femmes. Nos incidents ont eu lieu. Ces cumuls de déception, de frustration générationnelle, de mensonges, de faux semblants, ainsi qu'une exagération grandissante ont mis le feu aux poudres lorsque, en septembre 2022, l'assassinat Mahsa Amini, qui selon le régime portait mal son hijab, le peuple a trouvé son inspiration dans la révolution femme, vie, liberté. Avec un seul mot d'ordre, faire tomber ce régime.
Cette révolution a fait tomber plusieurs symboles du régime, dont l'hijab obligatoire. Mais ce n'est pas la seule revendication, même s'il s'agit d'un des plus grands piliers au nom de l'islam sur l'esclavage des hommes sur les femmes. Plusieurs centaines d'Iraniens dont des enfants ont été tués à bout portant, à balles réelles et éborgnés avec des balles en caoutchouc et plusieurs milliers ont été arrêtés selon le régime. Des attaques biologiques coordonnées, massives, en série ont eu lieu dans les établissements scolaires et l'université pour les filles. C'est comme si l'assassinat de Mahsa avait fait sortir au grand jour les Iraniens et les avait réveillés de ce profond sommeil dans lequel ils étaient plongés. Accompagnés par les hommes, ce qui est totalement inédit au niveau international, elles ont soudain bougé, décidé de réagir. Elles ont secoué le monde. Le peuple a montré l'envie de profiter d'une vie normale, de danser, de chanter, selon le 7e pilier zoroastrien qui dit cultiver la joie de vivre. Les mosquées et les lieux saints pour lesquels le régime a dépensé des milliards de dollars depuis 45 ans pour imposer son islam idéologique sont littéralement désertés au profit du tombeau de Cyrus le Grand, fondateur de l'Empire perse, de Persépolis, de la lecture des poèmes du Livre des Rois sur les places publiques. Il y a eu une soif d'exister et retourner aux fondamentaux. Cette photo-là, c'est le Neuf-le-Château où nous sommes allés là. Et à droite, vous voyez l'endroit où Khomeini a été reçu par les plus grandes de ce monde-là, et notamment par le gouvernement français. C'est là que la communauté internationale s'est rendue compte d'une autre réalité jusqu'alors dissimulée, un gap très important sépare le peuple du régime. La révolution Femmes-Vie-Liberté a fait vaciller le régime qui a durci sa guerre ouverte avec les femmes. En revanche, elle a gagné la solidarité internationale qui malheureusement est restée au niveau de déclarations, de condamnations timides. Mais tous les efforts pour faire inscrire le corps des gardiens de la révolution, le bras armé du régime, sur la liste des organisations terroristes sont restés vains. Joseph Borrell a même dit, je cite, « Vous ne pouvez pas dire « je te considère comme un terroriste parce que je ne t'aime pas ». Gorbatchev disait que le début de l'effondrement de l'Union soviétique a remonté en 1917. En Iran, il a commencé en 1979. Que faire? Aujourd'hui, 3 voies semblent présentes. Rester observateur impuissant de ce régime sanguinaire et corrompu, qui ne répond pas aux besoins fondamentaux du peuple, qui gaspille les ressources pour faire ses guerres idéologiques via ses proxys. L'existence de ce régime est basée sur la haine, un vieux narratif de 14 siècles à un avenir situé après la mort avec une promesse de paradis. La deuxième possibilité, améliorer le régime. Cette stratégie est celle des USA depuis 40 ans, suivie par Bush, père et fils, Clinton, Obama, avec Biden qui était dans l'administration depuis 60 ans. Avec le financement des fondations comme Soros, comme Rockefeller, mais aussi par l'Europe. Ces diplomates, les économistes, les chercheurs, les lobbyistes, ils ont parié sur les réformateurs comme la seule alternative pour l'Iran. Ils ont toléré les écarts du régime sur sa fourniture de l'arme aux Russes contre l'Ukraine, en négociant pour les otages occidentaux détenus sur le nucléaire dont la négociation dure inutilement depuis 20 ans. Et c'est seulement la semaine dernière que le Troïka européenne, avec le soutien des États-Unis, s'est réactivé avec une résolution contre l'Iran lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de l'AIEA. Et quelques sanctions ont été décidées. Le constat est sans appel. Le régime ne s'améliorera jamais et son existence est conditionnée par la création et le maintien des crises et de conflits. La troisième voie, soutenir l'aspiration du peuple à l'intérieur du pays. Cette troisième voie semble un retour au dialogue État-nation, où le peuple est souverain, auquel les démocrates aux USA, les socialistes et sociodémocrates, les globalistes européens étaient opposés.
Cette fois déclare: nous voulons redevenir un peuple souverain et laïque, reconstruire notre pays, son économie, son industrie, entrer dans le concert des nations. Le peuple ne demande pas une aide militaire, mais demande tout simplement que la diplomatie reste clairvoyante, de cesser de se compromettre avec ce régime et non seulement, et lui apporter un maximum de pression en apportant un maximum de soutien au peuple et ses inspirations. On constate que cette troisième voie a été délibérément maintenue et confuse et inaudible. Pourtant, elle est portée largement à l'intérieur et à l'extérieur du pays avec le leadership de Reza Pahlavi, qui est un grand soutien de la révolution Femmes, Vie, Liberté. Un leadership pour une période de transition depuis le renversement du régime jusqu'aux urnes afin que le peuple prenne sa décision sur le mode de sa gouvernance. Ce qui est quand même troublant, c'est qu'un manque de volontarisme pour inviter Reza Pahlavi, pour l'auditionner en France, en Europe, pour l'écouter au moins. En revanche, il est plus que troublant que la présidente autoréclamée des Moudjahidines du peuple ait invité à l'Assemblée nationale en comité CPID, Comité pour un Iran démocratique, en janvier 2024, entouré par les parlementaires de tous bords, ou au Parlement européen, il y a quelques jours, ovationné. Il y a quelques jours, on a déclaré que plus que 450 élus français signent leur soutien comme la solution pour l'Iran de futur. Maintenant, un mot sur la relation entre l'Israël et les Iraniens. Cela fait maintenant 45 ans que le régime prétend vouloir faire disparaître l'Israël de la carte du monde. En attaquant directement Israël, le régime iranien est sorti d'une zone grise et mis à nu ses profondes faiblesses qui, avec la présence des Américains et la détermination israélienne après attaque du groupe terroriste Hamas le 7 octobre, dirigé par le régime des Mollahs, présage une défaite en cas d'une guerre au Proche-Orient. Lors des attaques des Israéliens en Iran, il n'y avait même pas de sirène pour alerter, ni de refuge pour protéger la population. Pourtant, le régime a financé le Hamas et le Hezbollah pour construire des centaines de kilomètres de tunnels sophistiqués pour des actions terroristes. Il n'a même pas modernisé son armée d'air. Il n'a pas voulu entendre le message des Iraniens qui escandent dans toutes les manifestations: ni Gaza, ni Liban, je donne ma vie pour l'Iran. Cette guerre n'est pas la guerre des Iraniens, mais ils sont heureux que quiconque nuise à ce régime. Côté israélien, la suprématie militaire et technologique et leur haut niveau de renseignement sont incontestables. L'Israël a pu parcourir à l'intérieur de l'Iran 1500 kilomètres pendant 3 heures avec son armée de l'air, frapper soigneusement les cibles précises dont les sites nucléaires, tout en évitant les habitations, car l'Israël sait que les Iraniens sont contre leur régime et ne souhaitent pas rompre cet équilibre. Cette défaite annoncée, l'élection de Trump bouleverserait l'équation politique et présage des changements très importants dans la région. Donc, laissons quelques secondes donc rêver, espérer la paix. La disparition du régime mettrait fin aux guerres des proxys, couperait les tentacules de Téhéran, le Hamas en Palestine, les Hachd el-Shaabi en Irak, les Hezbollah en Al-Ansar au Liban, les Houthis au Yémen, ceux en Syrie, en Afrique et en Amérique latine. L'œil de la pieuvre est à Téhéran. Les Iraniens commencent juste à peine à être entendus. Les proxys comptaient sur le financement de la puissance incontestable du régime. Ils constatent leur propre désintégration en cours, sans être secourus par le régime. Dans ce cadre, le Hamas serait au pied du mur pour déposer les armes et libérer les otages, et les Palestiniens pourraient enfin se prononcer librement. Les Hezbollah a demandé, après de son effondrement avéré, un cessez-le-feu permanent avec un retour à la résolution 1701 et l'acceptation des accords de Taïf, afin que l'État libanais assure la sécurité du nord de l'Israël et retour à ses habitants.
la branche politique de Hezbollah participerait à des élections et il faudrait espérer enfin un président pour le Liban et son redressement économique. Au niveau du Moyen-Orient, l'Arabie saoudite et les Émirats du Sud de Golfe Persique, j'ai bien dit Golfe Persique, qui se montraient jusqu'alors prudents dans leurs relations avec l'Israël, de la peur de républiques islamiques considérées jusqu'alors invincibles, pourraient reprendre leur normalisation et la suite de l'accord de Abraham. La renaissance d'un Iran, une nation démocratique et laïque, avec un peuple instruit, qui chérit sa civilisation plusieurs fois millénaire, qui regarde vers l'Occident, serait un partenaire de taille et fiable avec lequel le monde intelligent pourra travailler et investir. Et dans toutes ces affaires-là, quel rôle jouera de façon volontariste la France, que pour le moment garde trop le silence? Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Je ne vous entends pas. Votre micro, Daniel. Merci beaucoup pour votre témoignage et votre éclairage. Et j'invite maintenant celles et ceux qui nous écoutent à poser des questions à vous-même, madame. Et Le principe étant, voilà, c'est de poser les questions dans le chat, parce qu'il y en a sans doute beaucoup, et on essaie de les grouper de manière à proposer des thématiques à nos deux intervenants. Et déjà, je donne la parole à Joseph Maïla, professeur de géopolitique à l'ESSEC. Merci beaucoup Aurélien et je dois remercier effectivement que ce soit Bernard Ourcade ou Madame Roubiol pour l'excellence de ces deux présentations. Alors je vais simplement faire un très court commentaire mais poser surtout des questions. Mon premier commentaire va vers Bernard qui a fait une excellente analyse que je partage absolument. Mais aujourd'hui, effectivement, la thèse de Bernard Ourcade que je partage aussi, avec laquelle je suis d'accord, c'est qu'il y a une espèce de recentrement de la politique extérieure iranienne qui a essaimé, et je reprends une expression qui lui est chère et que je trouve très belle par ailleurs, bien que le sujet ne soit pas très réjouissant, l'archipel des milices. L'Iran, véritablement, a prospéré au Moyen-Orient à travers des milices. Donc, la guerre par procuration est terminée. Mais cette guerre par procuration, disons les choses comme elles sont, est une immense défaite aujourd'hui. Moi, je considère, Madame Robiol vient de le signaler, que ce soir à 9 heures, il y a un cessez-le-feu dans la guerre qui a opposé le Hezbollah libanais depuis le 8 octobre jusqu'à ce soir, donc 21 heures. Et cela se termine par une défaite majeure, par une destruction du Liban jamais connue jusque-là et par une espèce d'abandon, d'adieu aux armes, hein. Que ce soit à Gaza, que ce soit à Beyrouth ce soir. C'est ce que j'appellerais la seconde mort de Qassem Soleimani, c'est-à-dire cet ingénieur de l'unité des fronts sur lesquels l'Iran a misé, n'est-ce pas? On va encercler Israël, que ce soit en Cisjordanie, on l'oublie, que ce soit à Gaza, mais au Liban, mais au Yémen, on est en Syrie, ça n'a pas marché non plus. Donc aujourd'hui, on est dans une impasse totale et dans une situation tragique. Alors ma question à Bernard, que je salue ce soir, Bernard Ourcade, je suis d'accord avec ce recentrement sur la politique nationale, aujourd'hui un retour à une espèce de nationalisme. Mais dans quelle situation, dans quel état? Il y a trois choses qui sont démolies en Iran ce soir. D'abord, l'image d'un pays qui se voulait puissance régionale et qui a été incapable de se porter au secours, que ce soit des Houthis, que ce soit des Gazaouis, que ce soit du Hezbollah libanais, qui ce soit véritablement, il y a une espèce de ressentiment contre l'abandon du parrain. Un deuxième point qui me paraît extrêmement important, c'est qu'on est revenu finalement aux accords d'Abraham. Les Iraniens, vous l'avez souligné, s'opposaient à ces accords signés le 20 septembre 1920, si je me souviens bien, et qui considéraient qu'ils allaient vers une normalisation avec Israël. Ce soir, on se retrouve précisément ce soir avec le seul, the only game in town, comme on dit, le seul jeu régional qui est celui des accords d'Abraham.
Et on se retrouve, et là je voudrais poser ma question, avec un Iran sans alliance. Vous l'avez signalé, la Russie n'est pas un allié. Vous l'avez signalé aussi, la Chine est intéressée, mais c'est essentiellement du business. Puis la Chine n'est pas encore ancrée au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'il y a eu une réconciliation grâce à la Chine de l'Arabie saoudite et de l'Iran, mais pas plus loin. Les Chinois se sont retirés sur la pointe des pieds parce qu'il faut parler aux autres et à qui parlent les Chinois. Alors, retour aux nationalismes, certes, mais pour quelle politique? Dans quelle situation? Pour quel lendemain? Hein? Si c'est un repli, c'est une chose. Si c'est un rebond, je vous pose la question, pour aller où, hein, pour aller... Et ma seconde question va directement à Madame Robiol. Vous nous avez parlé de la situation interne, mais pas seulement, en Iran. Moi, j'aurais voulu poser une question sur la structuration de l'opposition. On sait par exemple que pendant les périodes 2018-2019, je pense que vous l'avez signalé, le prix de l'essence a été multiplié par 3, ce qui a développé une formidable révolte populaire, les affaires du droit des femmes, mais les tensions intérieures à l'Iran, le Kurdistan, le Khuzistan, où il y a des situations extrêmement compliquées. Où on en est dans tout cela? C'est-à-dire où en est l'opposition? Parce que on est en train de dire effectivement c'est un échec majeur d'une politique bâtie à coups de milliards de dollars depuis une vingtaine d'années et qui aujourd'hui arrive à son terme. Mais pour quel modèle de substitution, pour quelle opposition, pour quelle sortie par le haut, si l'on veut, si l'on peut dire, et comme on doit l'espérer par ailleurs. Merci Aurélien de ta patience. Merci à toi, cher Joseph. Première question donc pour le professeur Bernard Ourcade. Oui, effectivement, l'Iran, et je suis d'accord avec l'analyse de Mme Robiol sur le tableau de l'Iran, qui effectivement n'est pas brillant, c'est le moins qu'on puisse dire aujourd'hui. Et donc, cette politique des proxys, il faut bien dire, c'était une preuve de l'incapacité de l'Iran à défendre lui-même. N'ayant pas les moyens de se défendre tout seul, il a compté sur des alliés à droite à gauche qu'il a financés. C'est évidemment moins cher de financer des proxys peut-être que de faire une vraie politique de défense nationale. C'est incontestable. Mais l'Iran aujourd'hui, je disais, est un débat cornélien. Ils ne peuvent pas abandonner complètement leurs alliés, mais ils sont bien contents que les distances soient faites. Certaines mauvaises langues disent les Iraniens souhaitaient se débarrasser du Hezbollah, c'est Netanyahou qui a fait le job. Et parce qu'ainsi, c'est un peu terminé. Le Hamas, c'est pareil. Le Hamas est lancé dans une guerre criminelle et résultat, le Hamas est militairement hors jeu. Il faut bien voir que tout ceci a été fait dans une certaine... À l'époque où l'Iran se sentait encerclé et était dans le cadre de la guerre Irak-Iran, ils ont été forgés à l'image de la guerre Irak-Iran. L'Iran est le plus beau pays du monde, mais il est encerclé par des forces hostiles. Et cette logique de l'encerclement a été constante. Donc, ça a été un moyen pour s'opposer aux Américains, aux Français, à tous leurs alliés, à l'Arabie saoudite également, mais aussi sur Daesh. Un élément très important est que pour Daesh, c'était pour nous un problème en Europe, mais marginalement. Pour l'Iran, c'est un problème existentiel. Un juif ou un chrétien, les Daesh n'aiment pas beaucoup, mais le pire, c'est les chiites. Et donc, c'était sur le voisin irakien qui aurait pu tomber intégralement entre les mains de Daesh, avec les talibans de l'autre côté. Autrement dit, la sécurité de l'Iran était engagée à cause de l'émergence de Daesh. L'Iran était le seul pays musulman à combattre Daesh, le seul pays musulman. L'Arabie saoudite étant, je passe, et la Turquie les aidant. Autrement dit, les Iraniens se sont retrouvés tout seuls avec le général Soleimani, qui a fait le job, avec les Américains. Ne pas oublier qu'Erbil, le Kurdistan, a été sauvé grâce à la conjonction des forces terrestres de Soleimani au sol, l'aviation américaine en l'air. Autrement dit, l'Iran encerclé a cherché à se défendre comme cela. C'était une période. Le bilan, effectivement, est négatif. L'Iran se retrouve effectivement à la fin, quand les Chinois prennent en main les choses, en quelque sorte, en disant c'est catastrophique. Cette politique a abouti à l'affaiblissement de l'Iran. Comment se débarrasser des proxys? On se voit, ça se fait dans le chaos, voir le Hezbollah ou le Hamas actuellement, mais c'est la fin d'une période. Ce qui est important, je voulais dire dès le départ, nous sommes effectivement à la fin d'une période. La fin d'une période où l'Iran a besoin de proxys pour se défendre en imaginant que c'est la guerre Irak-Iran qui continue, hein, et que l'adversaire c'est l'Occident, etc., ils se sont rendus compte que ce n'est plus cela. Et l'objectif aujourd'hui, c'est le rebond, effectivement, et de revenir à une négociation. 2015, c'est quand même un élément extrêmement important. L'Iran révolutionnaire
chiite, avec tout ce qu'on peut dire et tout ce qui a été dit sur la République islamique de négatif, l'Iran est pris en la République islamique d'Iran, pas l'Iran, la République islamique d'Iran est prise en considération et les grandes puissances du monde signent un accord qui est militaire sur le plan du nucléaire et surtout économique. L'essentiel, c'est l'économie. Avec la perspective, effectivement, que le développement économique permettra un développement politique et culturel. Donc, c'est là que la question de réforme est importante. Et dernière question sur, effectivement, le rebond qui est politique. Je suis d'accord avec Mme Robiol quand elle dit que les réformateurs, jusque maintenant, n'ont rien fait. La réforme de l'intérieur est utopique. En 2015, il y a eu une réforme qui a failli marcher. Et aujourd'hui, ce qu'il faut voir dans le détail, on connaît tous, ont les mains ensanglantées et sont corrompus. C'est la réalité. Mais l'URSS est tombée après la guerre d'Afghanistan, aujourd'hui la guerre du Gaza peut-être, après la chute des proxys, les républiques soviétiques sont tombées, aujourd'hui l'Iran perd ses proxys, et l'Iran est tout nu au milieu. Et l'Iran doit donc trouver ses forces en lui-même et trouver comment rebondir en lui-même. Et c'est là qu'il dit, pour en sortir, la seule solution, la première étape, c'est de permettre à ce que l'Iran ne sombre pas par la levée des sanctions. Parce qu'effectivement, si l'Iran sombre, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les factions les plus radicales qui prendront le pouvoir, élimination des réformateurs et tous Pezeshkian et les autres, et non pas comme avec Raïssi, qui est un simple apparatchik, mais avec les plus durs des gardiens de la révolution qui prennent le pouvoir. Ce qui n'est pas très positif, à mon avis, pour l'avenir des Iraniens, au moins à moyen terme. Donc, oui, il faut un rebond, mais ça passe effectivement par des concessions politiques, abandon de l'axe de la résistance contre Israël, qui est une utopie. L'Iran tourne la page et essaie de relancer, mais la balle actuellement, et c'est dans les mains des Européens qui, le 29, dans quelques jours, auront à Bruxelles l'occasion de rencontrer les Iraniens. Merci Bernard Ourcade. Sur la question de Joseph, cher Fahimé, et notamment la structuration de l'opposition. Est-ce que je peux ajouter Bien un sûr. commentaire sur ce qui vient d'être dit? Il faut savoir que Khomeini n'a jamais considéré une nation. Khomeini considérait que nous sommes des ummat. Ummat, ça veut dire c'est un groupe de personnes qui croient à la même religion et une croyance. Donc, pour Khomeini, l'Iran n'avait pas aucune importance en tant que nation. C'est pourquoi il fallait avoir ce qu'on appelait croissant vert pour aller Irak, la Syrie, la Palestine, l'Israël, pour arriver jusqu'à la mer Méditerranée. Ça, c'était la stratégie pour cette création de Ummet. Et c'est pour ça que les proxys ont été créés. Ce n'est pas pour que ça protège l'Iran, etc. C'est cette idée d'expansionniste qui a créé ça. Quand on allait, parce que j'allais tous les ans en Iran, vous alliez dans Hôtel Hilton, vous voyez des Africains avec un turban qui ne parlaient aucune langue, ni anglais, ni français, ni persan, et qu'ils venaient d'un des pays d'Afrique noire et qu'ils disaient que je me suis converti en islam. Vous voyez, donc cette vision du maître était une expansion qu'il a fait en Afrique, en Amérique du Sud. Donc l'aspect proxy n'était pas une protection, au contraire, c'était un moyen d'expansion. Maintenant, je répondrai à votre question. Sur la structuration de l'opposition. Alors, malheureusement, jusqu'à la révolution Femmes-Vie-Liberté, le message passé au niveau de ces 45 ans, disons 40 ans, disons 35 ans, c'était, comme je le disais, que la solution pour l'Iran, c'est les réformateurs. C'est les réformateurs qui peuvent modeler cette révolution mal ficelée pour le faire. Quand j'allais dans les ambassades, parce que quand j'allais en Iran, je disais, cette idée que les réformateurs sont l'avenir de l'Iran venait tout le temps. Et je l'ai dit au ministère des Affaires étrangères.
que ceux qui allaient à l'intérieur des ambassades, de façon générale, c'était ceux qui étaient autorisés par le régime d'aller dans l'ambassade. Et le message qu'ils portaient, c'était les réformateurs qui étaient l'avenir de l'Iran. Et ces gens-là faisaient évidemment les notes et tout ça, et que finalement, pendant 45 ans, nous n'avons pas entendu la vraie euh, euh, Ouais, je vois. inspiration des Iraniens. Mm. Et ça, il y a un jour qu'il faut quand même qu'on commence maintenant à entendre les différentes pôles d'opposition. Très bien, on entend Madame Rajavi, mais nous voulons savoir pourquoi Madame Rajavi est présente dans l'Assemblée nationale. Il y a un gros comité pour lui, qu'il n'y a pas pour d'autres personnes. Moi, j'arriverai jamais à entrer pour dire quoi que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne suis pas crédible. Même si on est une trentaine de personnes, on n'est pas crédible parce qu'on n'a pas de force. Je ferme la parenthèse pour ne pas entrer, mais si il faut, on peut le faire, mais je suis très menacée par les Moudjahidines. Il faut quand même penser à autre chose. Ce que je suis en train de dire, c'est, et je vois dans les chats, j'ai jamais dit que Reza Pahlavi, c'est un retour à la monarchie. Tout simplement, aujourd'hui, au niveau international, plutôt américain, parce que je ne comprends pas pourquoi l'Europe ne l'invite pas. Parce que si on est curieux, on invite tout le monde. Il est la personne qui est normale. Il est une personne qui, quand il parle, notre logiciel le comprenne. Et la seule chose qu'il dit, c'est que je voudrais bien être le leader pour vous emmener de refondrement du système jusqu'aux urnes. Je n'ai aucune intention de reprendre la monarchie. Donc, ceux qui sont en train d'essayer, et le régime, il le cultive, de dire c'est un retour à la monarchie, c'est parce que ce sont les gens qui, avant être contre le régime, ils sont tout sauf par la vie. Or, la question n'est pas là. J'espère que j'ai répondu à votre... Et contrairement à ce qu'on pense, quand on va en Iran, quand on regarde à l'intérieur les vidéos et tout ça, les gens, ils demandent le retour de Pahlavi. Quand j'étais à l'université, les jeunes venaient me dire, mais pourquoi, madame, vous avez fait cette révolution pour nous créer cette abominable situation? Qu'est-ce que vous avez manqué pour faire cela? Et ces gens-là, ils étaient même pas nés à l'époque. Donc, il faut passer des bons messages à la bonne personne. Et pourquoi pas, au niveau de mardi de l'essai, Aurélien, inviter Reza Pahlavi pour qu'il s'expose. Ça serait une très bonne idée. Merci, merci Fahimé. Une question pour tous les deux, à votre convenance, qui tient un peu quand même de l'exercice de la boule de cristal. C'est une question tout à fait intéressante. L'événement tout récent perturbateur dans la vie internationale, c'est l'élection du président à la présidence américaine de Donald Trump. Euh, Quel va être, selon vous, le rôle que la nouvelle administration qui se met en place va jouer dans les relations avec le régime iranien? Et pendant que, cher Bernard Ourcade, vous réfléchissez à cette question, petite précision, j'ai bien noté, cher Fahimé, votre remarque sur le drapeau. Nous avons mis le drapeau qui est officiellement enregistré auprès du système des Nations Unies. On est bien obligé de mettre celui-là. Voilà. Oui, concernant Trump, d'abord une préliminaire, excusez-moi pour compléter le débat. On a parlé d'opposition, mais il y a 90 millions d'Iraniens, très divers, une rupture qui est ethnique aussi, mais surtout sociale, culturelle, générationnelle, ceux qui ont fait la révolution, qui ont 70 ans, les plus jeunes qui n'ont pas connu, etc. Euh, dans un pays, il ne faut pas penser que c'est de l'extérieur que peut venir quelque chose, peut venir une solution. C'est de l'intérieur qu'il faut le voir. Donc de penser que, et on peut en discuter, que tel leader politique qui se trouve en France, au Guatemala, au Costa Rica, pourra venir en Iran pour apporter la bonne solution, est à mon avis une erreur, parce que les Iraniens ont leur nation et leur identité, leur indépendance accrochée au cœur. Depuis toujours, les Iraniens ont refusé les invasions, depuis les Grecs jusqu'à maintenant. Autrement dit, penser que l'avenir de l'Iran est à l'extérieur, que les oppositions extérieures
elles ont leur rôle, bien évidemment, très important, surtout la diaspora iranienne qui est très influente et importante. Mais il faut regarder à l'intérieur. Et dans l'intérieur, c'est de là qu'il faut voir. Le Parti communiste est tombé, non pas à cause des Tadjiks et des Ouzbeks, mais parce que Gorbatchev, le chef du PC, avait changé d'idée. Dans la question que je me pose aujourd'hui, qui est le Gorbatchev iranien? Qui est celui qui est un gardien de la révolution, qui a tous les défauts du monde que l'on connaît parfaitement, qui, par réalisme, non pas par choix, non pas parce qu'il aime Israël, mais parce qu'il est contraint et forcé, vu la situation, sera prêt à faire sera contraint de faire un certain nombre de concessions. Et donc, c'est là que Trump arrive. Et je pense qu'en Iran aujourd'hui, vu la situation de l'Iran, les Iraniens sont prêts à faire un deal. Euh, Trump n'est pas un idéologue, il est un idéologue de sa façon. Et il veut trouver une solution avec l'Iran, qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de pétrole, qui a une bourgeoisie moyenne très, très instruite. Et donc, c'est un peu dommage de se priver de l'Iran, à condition que je mette la main dessus. Alors qu'en 2015, c'est les Européens qui mettaient la main sur l'Iran, quelque chose sur le plan économique, parce que le Congrès américain opposé à Obama maintenait les sanctions américaines. Donc, la levée des sanctions, et éventuellement, Trump pourrait lever un certain nombre de sanctions américaines, parce qu'il a le Congrès avec lui, intégralement. Et donc, peut convaincre les anti-iraniens qu'il y a en Iran. Et on sait très bien que tout le staff iranien, le staff américain aujourd'hui, est très anti-iranien, ce qui pose problème, mais ils sont capables de faire un deal. L'Iran que je déteste, je suis prêt à faire le challenge, mais sur les Iraniens, je lève les sanctions et on y va. Sachant que l'Arabie Saoudite est également un pays pro-américain et dont les Américains reviennent dans le Moyen-Orient. Mais ça me pose un problème parce que les Américains veulent se retirer du Moyen-Orient. Ce n'est pas leur priorité. Sauf si c'est une priorité uniquement business, laissant effectivement les Russes et d'autres, les Israéliens, faire quelque chose. Donc, un retrait idéologique pour une avancée économique. Le dilemme, il est permanent. C'est que c'est Israël. Les gens pro-israéliens dans l'équipe de Trump sont très nombreux. Ils sont pro-israéliens. Mais on sait que la stratégie israélienne, on ne la connaît pas, sauf celle de la conquête de Cisjordanie, la conquête de la Jordanie, enfin, l'expansionnisme israélien, qui n'est pas la politique traditionnelle d'Israël, mais qui est la politique actuelle d'Israël. Et donc, est-ce que en étant pro-israélien, en annexant Cisjordanie de façon intempestive maintenant, Trump ne va pas se couper les ponts avec les pays arabes modérés comme l'Arabie Saoudite, qui auraient été prêts à une ouverture de Trump en Iran, à condition que ça se passe de façon concertée. Et c'est là que la politique et l'idéologie, en l'occurrence le sionisme expansionniste aujourd'hui, ce n'est plus l'islam de Khomeini des années 79, on a dépassé cette période-là, risque de s'affronter avec le deal que Trump pourrait faire avec les Iraniens. Donc en Iran, ils disent wait and see, on ne sait pas, mais on se prépare. Et c'est pour ça que les Iraniens veulent rencontrer les Européens tout de suite en disant aux Européens, vous pouvez servir peut-être de tampon, revenir à l'accord 2015 rénové pour essayer d'éviter qu'on se retrouve face à Trump dans les événements à venir. Merci Bernard Ourcade. Fahmy Robiol, je ne sais pas si vous voulez répondre sur Trump, mais je prépare déjà la question suivante qui vous concerne plus particulièrement. Question qui était posée par Fabrice et dans laquelle je vais mettre mon grain de sel. Fabrice souhaite vous interroger sur l'hypothèse selon laquelle un des problèmes des tenants du régime, c'est que, à la faveur du mouvement Femmes, Vie, Liberté, une partie de leurs propres enfants ont sympathisé avec le mouvement. Et donc, ma question que je greffe sur celle-là, c'est y a-t-il un effet de génération en Iran où l'on verrait des césures qui se font euh, pas simplement sur un axe politique, mais aussi sur un axe générationnel? Bien sûr. C'est extrêmement important. Il y a deux choses. Premièrement, parmi, j'arrête de parler de corrompus. Les enfants de tous ces membres du régime, aujourd'hui, ils sont aux États-Unis. Or, leurs parents, tous les jours, marchent sur le drapeau des Américains lorsqu'ils entrent dans leur bureau. Nous avons demandé que tous ces enfants-là soient retournés en Iran, puisque leurs parents sont là, ils n'ont rien à faire là. Par contre, à un niveau plus bas dans l'administration, vous avez les enfants qui ont vu leurs parents, plutôt leur papa, qui tuaient des jeunes dans les rues. Les sœurs qui ont vu ça, les mamans qui ont vu ça, qui ont trouvé, que c'est pas juste. Et ce que ces jeunes-là demandent, c'est une chose normale, qu'elles
ces enfants-là, veulent également vivre comme la jeunesse qui met sa vie en danger et qui va dans la rue les mains vides. Donc, il y a eu un très gros problème au niveau interne de cette classe parce que les enfants n'étaient plus d'accord avec les papas. Et cette coupure générationnelle est véridique. Et parfois, ceux qui arrivent à s'en sortir, à sortir du pays, ils le déclarent. On a les mêmes pour les mollahs qui enlèvent leurs habits et qu'ils sortent en disant que c'est pas ça l'islam que je côtoyais. Donc c'est tout à fait. Donc le mouvement a énormément de partisans. La question, il faut trouver un sauveur à l'intérieur de l'Iran. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, mais ils sont en prison. Comment voulez-vous qu'ils puissent, je peux lister les noms des personnes qui croient à cette thèse en ce qui concerne le leadership de Reza Pahlavi, qui sont en prison. Et ceux-là, ce sont les plus malmenés dans les prisons. Et pour répondre à ceux qui disent eh ben, on ne va pas avoir un leader à l'extérieur du pays, est-ce que Général de Gaulle est resté en France pour le moment qu'il a considéré qu'il faut qu'il sorte? Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci, Fahimé. C'est vrai que c'est intéressant cet écho que vous nous rappelez, hein, que beaucoup d'enfants du régime, des tenants du régime, font leurs études aux États-Unis. Et finalement, il y a eu quelques semaines cette grande réunion à Kazan des BRICS. Et quand on m'interrogeait sur le point commun entre ces différents pays, BRICS, les anciens et les plus récents, j'ai dit en fait, oui, c'est des gens qui, en général, haïssent l'Occident mais y envoient leurs enfants pour faire des études. Voilà, c'est un point commun, que l'on soit russe, iranien, etc. Euh, petit clin d'œil aussi. Hein, Aurélien, ouais. j'ajoute un petit mot sur Zarif parce que professeur Ourcade a parlé. Le fils de Zarif fait business aux États-Unis et il est petit copain de la fille de John Kerry. Et aujourd'hui, le Parlement iranien est en train de faire une motion pour dire que Zarif ne doit pas rester au niveau du gouvernement. Il faut parce que il y a une incompatibilité entre ce qu'il fait et puis sa vie privée. Pardon. Merci. Est-ce que Bernard Roucade, vous voulez compléter sur ce point, les effets de génération ou justement les... Oui, tout à fait. Il faut bien dire que en Iran, je comprends l'émotion, mais on essaie de voir des questions fondamentales. Il faut passer au-dessus de l'émotion, en tenir compte bien évidemment de la vie quotidienne et des drames qu'il y a. Mais essayons de voir plus loin. On pense que tout est à la force de l'islam, 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 l'islam. L'Iran contemporain a été fait par les Safavides au XVIe siècle autour de l'islam chiite. Les Iraniens sont massivement musulmans chiites. Comme la France est chrétienne catholique. Bon, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, c'est une réalité sociologique qu'on ne peut pas éliminer. Donc, l'islam, il faut en faire, c'est une composante de l'identité iranienne, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Donc, il faut faire avec. Et marginaliser l'islam, comme a fait le Shah, a fait qu'il est revenu par la fenêtre et fait grande ouverte, ça fait Khomeini. Il y a trois identités en Iran. Il y a l'Iran. L'Iran, c'est l'Iran. La nation, la culture, le territoire iranien. On connaît tout ce qui est la nationalité iranienne. Deuxième identité, c'est l'islam chiite, qui est une partie de l'identité iranienne. La troisième identité, c'est l'international. L'Iran est le premier pays où on a découvert du pétrole en 1906, en 1908. Et donc l'Iran est impliqué dans l'international depuis le début du XXe siècle. Donc je ne parle pas de l'Iran ancien, je parle de l'Iran d'aujourd'hui. Et donc c'est cet équilibre entre le I de Iran, le I de Islam, le I de international, les trois I qui doivent trouver un compromis aujourd'hui. Ce n'est pas en disant on éradique, on enlève l'islam, je ne veux pas entendre parler, c'est une erreur. C'est impossible. Ou bien je veux dire, comme disait Mme Rayni tout à l'heure, Khomeini qui dit il parle de l'Oumma uniquement et néglige la nation. C'est absurde. Khomeini était le premier à défendre le territoire national. De facto, bien obligé de le faire, comme aujourd'hui. Et l'ouverture internationale, la société iranienne regarde cela. Donc, j'en reviens aux BRICS, justement.
Vous disiez les BRICS sont anti-occidentaux. C'est l'affichage, mais le Brésil n'est pas forcément anti-occidental. Il y a dans ces pays-là une volonté d'indépendance. C'est l'émergence du tiers-monde des années 56. C'est des pays qui n'étaient pas dans le bloc soviétique, pas dans le bloc capitaliste. Et aujourd'hui, il y a l'émergence de ces grands pays, Chine, Inde, Afrique du Sud, enfin on connaît bien ces pays-là, et l'Iran en fait partie plus ou moins. Donc il y a là incontestablement une nouvelle période dans l'histoire mondiale. Les décolonisations, c'est fini. Donc ils ont une volonté d'indépendance. Donc le monde étant dominé actuellement, entre guillemets, par les États-Unis, il y a un anti-occidentalisme. Aussi parce que les sociétés de ces pays-là regardent vers l'Ouest. Ils sont déchirés. Les Chinois arrivent, mais les Iraniens n'ont pas pour ambition d'imiter le modèle des droits de l'homme chinois. C'est le moins qu'on puisse dire. Mais par ailleurs, ils sont bien d'accord de faire inviter les Chinois, ne serait-ce que pour embêter les Américains, en disant, si les Américains ne font pas quelque chose, si les Européens ne être pas compréhensibles et répondez à l'appel du peuple iranien, on laissera venir les Russes, les Chinois ou d'autres populations. Donc, il y a un débat qui est politique. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que la guerre froide est terminée et qu'il faut considérer aujourd'hui l'Iran comme étant un bon laboratoire d'une société qui est extrêmement ouverte à l'international, mais qui reste musulmane chiite parce qu'elle est nationaliste. Il faut trouver l'équilibre entre tout cela et trouver à l'intérieur du système et non pas à l'extérieur. Il n'y a pas de Gaulle iranien à l'extérieur pour l'instant, malgré le fils du chat qui n'est pas comparable du tout, à mon avis. Il faut trouver, à mon avis, à l'intérieur du système iranien, regardez quelles sont les forces, c'est pas à nous de le décider, c'est aux Iraniens, les forces qui pourraient effectivement prendre en considération la réalité de l'Iran international, nationaliste et musulman pour faire évoluer les choses et permettre que ça bascule et que les Iraniens aient enfin droit de société dans leur pays. Merci, merci beaucoup. Alors, il nous reste quelques minutes et je vais vous proposer une dernière question à tous les deux en synthèse. Question difficile, mais on est obligé. Euh, Quel est finalement le scénario le plus probable que vous formez pour l'Iran dans les 5 à 10 prochaines années? Voilà, scénario de prospective. Le scénario, je ne dis pas forcément souhaité ou souhaitable, mais le scénario le plus probable. Et pendant que vous réfléchissez à cette question, je vous livre une information qui sera dans le Canard enchaîné. Hier, à l'Assemblée nationale en France, lors de la conférence des présidents de groupe, une députée centriste, Madame Constance Le Grip, avait inscrit dans la discussion une proposition de résolution. Cette résolution visait, je cite, à condamner l'oppression et la terreur imposées aux femmes iraniennes et à réaffirmer leur liberté absolue. Fin citation. Eh bien, les députés LFI, communistes et Verts se sont ligués pour refuser l'inscription de cette résolution à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'Assemblée. Voilà, cette information étant donnée, dont chacun fera ce qui lui plaît, je vous rends la parole. On va peut-être commencer par Fahimé, votre scénario le plus probable pour l'Iran dans 5 à 10 ans. J'espère que le plus vite possible, je vais rentrer en Iran. Et puis, plusieurs fois, Monsieur Ourkad, vous parlez ne pas avoir l'émotion. Je suis désolée, on ne peut pas ne pas avoir émotion devant tout ce qui vient d'être dit. Je suis désolée, il faut être factuel, mais il y a une émotion et il faut le présenter. Deuxièmement, moi je pense, revenant sur Trump, moi je pense que les négociations des Européens où on est à nouveau, on pense qu'il va avoir quelque chose derrière, il va avoir rien du tout derrière. Trump va mettre au pied du mur Khamenei en disant arrête ton, ton projet nucléaire ou bien on arrive. C'est un deal maker. Et Khamenei, s'il arrête son projet nucléaire, c'est-à-dire il est complètement fini. Son structure ne tiendra plus debout. Envers de tous ceux qui croient, même s'ils ne sont pas nombreux, il ne peut plus agir. Il n'a plus ses proxys. Il est tout nu vis-à-vis de l'Israël en ce qui concerne. Il peut encore envoyer quelques missiles, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Aujourd'hui, le guide suprême est caché dans un endroit extrêmement secret
parce qu'ils ont tellement peur que les Israéliens savent exactement où ils se trouvent. Donc, pour terminer, moi, je pense que l'arrivée de Trump, associée avec l'Israël, va présager des changements très importants, beaucoup plus rapidement que 5 ans en Proche-Orient. Merci, cher Fahimé. Je crois qu'effectivement, une des blagues qui circule à Téhéran consiste à dire que le guide s'est tellement bien caché que personne en Iran ne sait où il est, sauf les Israéliens. Exactement. Bernard Ourcade, votre propre scénario. Petit détail, excusez-moi, il y a un peu polémique, mais je souhaite la victoire de l'Allemagne, je souhaite la victoire d'Israël, certains l'ont dit avant, et c'est, je crois, tout à fait irréaliste dans le cas de l'Iran. Je sais qu'en Iran, j'ai des amis d'émotion. J'ai fait sortir d'Iran combien de royalistes, de moudjahidines, d'étudiants de toutes sortes, de libéraux depuis 40 ans. Je suis moi-même interdit de séjour, comme tout le monde, en Iran, tous les gens qui travaillent sur l'Iran. Non, ce n'est pas la question de l'émotion, justement. L'émotion, on l'a. Il faut être capable, en analyste politique que nous sommes, de pouvoir trouver des solutions qui tiennent compte de la réalité, donc de l'émotion en fait partie, mais aller plus loin. Donc penser que Trump va dire j'arrive avec les Israéliens, c'est l'armée américaine qui débarque avec Chalabi en Irak et ça aboutit à Daesh. Je ne souhaite pas pour les Iraniens, que j'aime bien quand même, hein, quoi qu'on en dise, un Daesh en Iran, l'équivalent de Daesh en Iran, avec gardien de révolution extrémiste qui essaie de refaire une nouvelle révolution islamique désespérée, parce qu'elle était désespérée. Trump a dit je ne veux pas de changement de régime en Iran, c'est pas mon problème. Les Iraniens font ce qu'ils veulent et je ne veux pas de guerre. Pas un seul boys ne partira en guerre. Et penser que l'Israël bombardera des sites nucléaires, le tombeau de Khomeini assassine Khamenei, so what? On aura tué des mollahs symboliques, on s'en fait plaisir, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a 90 millions d'Iraniens qui sont là. Et donc d'avoir ravagé l'Iran par des bombardements, les Iraniens ne sont pas d'accord avec ça, je crois. Parce que c'est la même chose dans n'importe quel pays du monde. Beaucoup d'agents du Hezbollah ou du Hamas, et les gens de Gaza fidèles du Hamas, voyant les bombes israéliennes, se retournent contre le Hamas. Ils n'acceptent pas. Autrement dit, soyons un peu réalistes et ne faisons pas de wishful thinking. Wishful thinking, c'est la pire des politiques. On défend les femmes, évidemment. Et donc, ce que vous signalez sur la motion sur les femmes iraniennes, je la comprends très bien, émotionnellement, mais mon premier article sur les femmes iraniennes, je l'ai rédigé, j'ai repris mes archives en 1992. C'est de l'histoire ancienne, c'est pas d'aujourd'hui que ça date. Ça a explosé maintenant pour des raisons particulières. Si on voit dans le détail, les Iraniens devaient signer un accord sur le nucléaire avec les Européens au mois d'août 2022. À dernière minute, les lobbies les plus puissants de la dernière révolution auprès du guide ont dit on ne signe pas. Alors que tout l'appareil d'État iranien voulait signer un deal avec les Européens, donc les Américains ensuite. Quelques jours après, Massa Amini est assassiné. C'était un fil conducteur. Les plus radicaux essayaient de s'opposer à Raïssi à l'époque. Raïssi n'est pas, c'est une truand, on le sait très bien. La politique, c'est la politique. Pour éviter que l'Iran ne signe avec les Occidentaux. Ils voulaient tout bloquer. Et l'assassinat de Massa Amini est un excellent moyen. Donc aujourd'hui, on instrumentalise les malheureuses femmes iraniennes. Personnellement, je ne suis pas d'accord. C'est une question d'émotion, excusez-moi. Aller envoyer à la mitraille et à la mort des femmes iraniennes, alors que moi, je suis assis en train de faire un webinaire avec les SEC. Je n'accepte pas cela. Et donc, d'aller soutenir dans une motion les femmes iraniennes, c'est très gentil. Mais si on veut soutenir les femmes iraniennes, c'est pas en faisant une motion au Parlement, de voter la main sur le cœur. C'est malhonnête, je dirais. Parce que la question qui est en cours, et c'est le débat actuel, quel sera le mandat du directeur politique du Quai d'Orsay, qui est à Genève vendredi prochain, pour discuter avec ses collègues européens, anglais et allemands de l'avenir de l'Iran. Soit ils veulent vraiment trouver une solution pour que les Iraniens trouvent une issue, soit ils vont resanctionner et rejouer la carte de la répression. Les sanctions ont donné une chose importante. Les sanctions ont permis, je le dis au début de mon propos, au régime islamique de se durcir, à nucléaire iranien de proliférer et à la classe moyenne iranienne et aux femmes iraniennes de subir la crise. Donc c'est un échec. Par contre, tous les gardiens de la révolution, les gens du régime qui font du business avec Dubaï sont très contents des sanctions, puisqu'ils sont dans le système et tout le marché noir est à leur profit. Donc soyons réalistes, prenons les éléments complètement dans leur entièreté, voyons les rapports de force et essayons de voir, parce que la crise est extrêmement grave, que des millions d'Iraniens sont concernés, des Saoudiens aussi, des Irakiens aussi, les Gazaouis ou les Libanais aujourd'hui. Il se passe des choses extrêmement graves. Maîtrisons notre émotion, nous appuyer sur l'émotion,
pour aller plus loin et prendre des décisions qui soient politiques et ne pas se laisser embarquer dans des discours qui sont très sympathiques, mais qui ne sont pas politiquement efficaces. Écoutez, monsieur, Merci, merci. non, 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 je pense que maintenant, vous allez au-delà de votre comportement de professeur pour prendre les propos des autres simplement simplistes. Je suis désolée, mais probablement, ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé en Iran, à l'intérieur de l'Iran, d'entendre la jeunesse. Et ce que vous êtes en train de dire, c'est surtout parce que vous avez un petit segment des personnes qui vous ont donné ce que vous êtes en train de dire. Alors, je Derrière les propose. femmes iraniennes, il y a des hommes. Derrière les femmes iraniennes, il y a des hommes. Et on est parfaitement capable de ne pas laisser répéter le scénario d'Afghanistan et Irak. Merci. Désolée. Merci Fahimé. Est-ce que Bernard Orcade voulait d'un mot juste répondre à Fahimé sur ce point? J'essaie de maintenir l'équilibre, vous voyez? Je dis qu'il faut éviter des attaques personnelles, il faut respecter les interlocuteurs. Je dis simplement que le danger, c'est concernant l'Iran, qui est deux pays, d'un côté c'est le pire des pays, des meilleurs. Notre devoir, j'ai vendu universitaires et de diplomates et de gens civilisés, entre guillemets, c'est d'essayer de trouver le fonctionnement des choses, la nature des choses et comment ça peut évoluer dans le bien de la population. Donc, Merci, évitons merci la à, polémique inutile. merci à tous les deux. Nous avons été très très heureux de vous écouter. Vous avez été chacun passionnant et vous avez contribué à notre meilleure compréhension de l'Iran aujourd'hui, hier et demain. Et pour reprendre deux mots qui ont été prononcés à plusieurs reprises, je suis intimement convaincu, je repense aux travaux de notre collègue Philippe Brault, ça date un peu, mais il avait publié en 96 un bouquin sur l'émotion en politique. Et oui, nous avons besoin des deux. Nous avons besoin de l'émotion parce qu'elle dit parfois la réalité des choses en peu de mots. Et nous avons aussi besoin de la raison parce que c'est la raison qui analyse, c'est la raison qui construit. Il nous faut les deux et je crois que grâce à vous deux, nous avons, lors de ce séminaire, eu notre content à la fois d'analyse raisonnée et d'émotion. Voilà, un tout grand merci à vous et je vous souhaite une bonne fin d'année. On reprendra le prochain Sirène sans doute en janvier. Voilà, un tout grand merci également à Daniel Joanneau et puis à la technique, comme on dit, Brigitte Leroux, Mélanie Berthaud, Laura Marcos. Voilà, un tout grand merci. Portez-vous bien. Livre, Portez-vous bien. parlez un peu de mon livre, Femmes, vie, liberté, parlons-en, qui couvre les trois pays et je vous le conseille, Monsieur Orcade. On enverra les coordonnées de ce livre à tous ceux qui se sont inscrits. Portez-vous bien. À Merci. bientôt.